Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast Le fil des idées. Depuis plusieurs épisodes, on parle de l'époque hellénistique. Et comme vous le savez désormais, c'était une période d'incertitude et bien souvent de chaos pour le citoyen moyen qui vivait autour de la Méditerranée. Mais l'époque hellénistique n'est qu'un fragment d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle l'Antiquité classique. L'Antiquité classique désigne l'histoire du monde méditerranéen, la Grèce, l'Italie, l'Afrique du Nord, et ainsi de suite, sur toute la période qui va approximativement de 800 avant notre ère, c'est-à-dire au moment où apparaissent les premiers grands poèmes épiques grecs, jusqu'au 1er siècle de notre ère. Toute cette longue période. La fin de l'Antiquité est surtout marquée par l'essor du christianisme et la chute de l'Empire romain. Deux phénomènes qui, évidemment, ne se produisent ni exactement en même temps, ni à une date parfaitement nette. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, on a presque parcouru toute cette période. On a commencé avec les présocratiques, avec des figures très anciennes comme Thalès ou Pythagore, qui vivaient dans ce que les historiens appelleraient les débuts de l'Antiquité. Et nous voilà maintenant à la fin de l'époque hellénistique, à un moment que l'on appelle parfois, du point de vue philosophique, l'ère post-hellénistique, mais qui, historiquement, nous fait entrer dans l'Antiquité tardive. Les événements qui vont se dérouler ici, à la toute fin de l'époque hellénistique, sur le plan politique comme sur le plan philosophique, expliquent pourquoi, avant même de cliquer sur cet épisode, vous connaissiez déjà les noms de Platon et Aristote, mais pas ceux de Zénon de Kition ou d'Arcésilas. Ils expliquent aussi pourquoi tant de gens se font encore une idée complètement fausse d'Épicure, comme s'il n'était qu'un type obèse, entouré de 100 maîtresses, et rien de plus. Considérez cette période, celle qui va de la fin de l'époque hellénistique à la fin de l'Antiquité, comme une sorte de course vers les âges sombres. On a beaucoup parlé de 4 écoles qui ont gagné en importance pendant l'époque hellénistique. Mais où sont donc les héritiers de Platon et d'Aristote pendant tout ce temps, si leurs fondateurs sont aujourd'hui des noms si célèbres ? Si cette période est une course vers les âges sombres, alors vous allez voir comment Platon et Aristote sont le cheval qui part lentement, mais finit en trombe. Ils démarrent doucement, ils restent longtemps en retrait, puis ils surgissent dans la dernière ligne droite et finissent par tout emporter. Énormément de choses ont changé sur le plan politique entre les débuts de l'Antiquité et le moment où nous en sommes arrivés. Athènes était autrefois le centre culturel du monde et, sans la moindre contestation, le centre du monde philosophique. Être une cité grecque protégée d'abord par la puissante flotte athénienne, puis par la plus grande armée du monde sous Alexandre le Grand, cela apportait une grande stabilité. Et cette stabilité a permis aux philosophes d'Athènes de faire d'Athènes le cœur même de la philosophie. Puis, tout a changé. Alexandre le Grand est mort. Le monde entier, du moins tel qu'on le connaissait alors, a sombré dans le chaos. Soudain, tout le monde s'est mis à lutter pour le contrôle de la région. Et Athènes a commencé à perdre son statut de centre unique du monde philosophique. Il existe une expression, une victoire à la Pyrrhus. En anglais, on l'utilise parfois dans le langage courant, même si, pour être honnête, on ne l'entend pas si souvent que ça. On s'en sert pour parler d'une situation où, techniquement, on a gagné. Oui, c'est bien une victoire. Mais une victoire obtenue à un coût tellement lourd qu'on en vient à se demander si c'était vraiment une victoire. On pourrait utiliser cette expression pour parler, par exemple, du simple fait de réussir à se garer sur le parking d'un énorme centre commercial un samedi après-midi. C'est le chaos absolu. Si vous avez déjà connu ce genre de parking, vous voyez très bien la scène. Les gens traversent devant vous à la vitesse la plus lente jamais enregistrée. On dirait les anti-Jeux olympiques. Un rythme glaciaire. Vous pestez contre tout le monde, vous êtes à bout. Certains essayent d'attacher des objets absurdes sur le toit de leur voiture. Ça roule presque jusque sous vos roues. Vous devez freiner d'un coup. Et puis, après 20 minutes à tourner, miracle.
Vous trouvez enfin une place. Sauf qu'elle est si loin qu'on dirait qu'elle n'est même plus dans le même quartier. Félicitations. Vous pouvez maintenant marcher 12 km pour atteindre l'entrée du magasin, tout ça pour économiser 30 centimes sur un paquet géant d'amandes. Voilà une victoire à la Pyrrhus. Oui, vous avez gagné une place. Oui, vous allez économiser un peu d'argent. Mais est-ce que le sacrifice de votre santé mentale, et probablement de quelques jours de vie au passage, en valait vraiment la peine? C'est exactement ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Eh bien, Athènes, en perdant sa position dominante et son statut de royaume exclusif de la philosophie, a connu une situation du même genre que beaucoup d'autres cités grecques pendant l'époque hellénistique, chacune à sa manière. Et c'est précisément de cette époque que vient l'expression « victoire à la Pyrrhus ». Une partie du monde grec s'était rangée derrière un homme nommé Pyrrhus d'Épire. C'était un général, et même un très grand général. À cette époque, plusieurs régions grecques se sont regroupées et lui ont demandé de conduire une armée contre les Romains, qui dominaient tout. Et il faut lui rendre justice, il a fait du très bon travail. Il a remporté plusieurs grandes batailles. Il disposait d'une armée impressionnante, avec près de 15 000 soldats. Certaines histoires racontent même qu'il avait emprunté des éléphants de guerre à Ptolémée II. On a tous ces récits fascinants, d'éléphants chargeant en plein combat, semant la panique chez les Romains, puis s'enfuyant ensuite. Mais malgré ces victoires, les Romains étaient tellement puissants, et surtout capables de reconstituer leurs forces beaucoup plus vite que les Grecs, que ces succès ont fini par coûter la guerre à Pyrrhus. Plutarque donne une très belle description du piège dans lequel Pyrrhus s'est retrouvé et qui l'a mené à sa perte. Je reformule l'idée. Après une bataille remportée, quelqu'un vint le féliciter pour sa victoire, et Pyrrhus lui répondit qu'une seule autre victoire de ce genre le ruinerait complètement. Il avait perdu une grande partie des troupes qu'il avait amenées avec lui, ainsi que presque tous ses amis proches et ses meilleurs commandants. Il n'avait plus personne pour reconstituer ses effectifs, et ses alliés en Italie se montraient hésitants. En face, le camp romain, comme alimenté par une source intarissable, se remplissait sans cesse d'hommes nouveaux, sans perdre en courage après ses pertes, et même en gagnant une énergie nouvelle dans la colère. Ce récit est une sorte de miniature parfaite de l'époque hellénistique dans son ensemble. Rome a pris une série de décisions brillantes, et elle est devenue, peu à peu, une vague irrésistible qui a tout balayé sur son passage. 100 ans après la perte de la Grande Grèce par Pyrrhus, Athènes était entièrement sous contrôle romain. Athènes n'était plus cette oasis philosophique incomparable. D'autres villes sont alors devenues des centres culturels majeurs. On voit apparaître de grands penseurs à Alexandrie et à Rome. Et c'est logique. Si la philosophie réagit, au moins en partie, aux événements politiques de son époque, et si un minimum de stabilité est nécessaire pour consacrer sa vie entière à l'étude, alors il vaut mieux vivre dans une grande métropole stable que dans une périphérie agitée. Précisons une chose. Oui, les 4 écoles dont on a déjà parlé ont continué à s'opposer pendant toute cette période. Et oui, à Rome, le stoïcisme a fini par s'imposer comme la philosophie dominante. On en a déjà parlé. Mais sous la surface, quelque chose se préparait. Une tempête montait, et personne n'en a vraiment compris toute l'importance avant son apogée, vers l'an 300 de notre ère, à la fin de l'Antiquité tardive, avec Plotin et la naissance du néoplatonisme. Le néoplatonisme change tout. Et là, vous vous dites peut-être néoplatonisme, donc un nouveau platonisme? Mais qu'est-il arrivé à l'ancien? Eh bien, de Platon, on en a déjà parlé. On a déjà vu cette période d'environ 75 ans après sa mort, où ceux qui dirigeaient l'Académie se contentaient surtout de développer et de défendre les positions de Platon. Ces gens-là, ce sont justement les anciens platoniciens. On les appelle les platoniciens dogmatiques. Dogmatique, ici, veut dire qu'on affirme certaines choses comme absolument vraies, en l'occurrence les doctrines de Platon. Ensuite, on sait ce qui est venu après. L'Académie sceptique, le parfait contraire. Cela remettait tout en question. Comment pourrait-on être certain de quoi que ce soit, et encore moins de ce que disait Platon?
Mais au bout d'un moment, les gens se sont lassés des sceptiques. La philosophie, dans son ensemble, a commencé à reprendre une direction plus dogmatique. Et ce tournant s'est vu surtout dans le retour à un platonisme plus affirmatif. Personne ne sait exactement pourquoi la philosophie a évolué dans ce sens. Mais au fond, ce n'est pas si grave. Il ne s'agit pas d'un mystère total face auquel tout le monde resterait les bras levés au ciel. Il existe plusieurs explications. Et comme la raison exacte n'est pas si décisive à l'échelle de l'histoire de la philosophie, inutile de toutes les passer en revue ici. Mais mon hypothèse préférée, et probablement la plus répandue, est la suivante. Comme dans beaucoup d'autres domaines de la culture à l'époque hellénistique, les gens ont fini par être déçus du chaos de leur temps. Et ils se sont mis à regarder vers le passé, vers une époque supposée meilleure. La philosophie n'a pas échappé à ce mouvement. En ce sens, l'époque hellénistique a joué, dans le monde méditerranéen, un rôle comparable à celui de la période des royaumes combattants en Chine, quand des penseurs comme Confucius ou Laozi se tournent vers le passé à la recherche d'un ordre perdu. C'est exactement ce que cherchaient ces platoniciens, un système complet. Et ils voyaient bien que Platon disposait d'une œuvre immense, qui pouvait en plus s'accorder avec les nouvelles religions monothéistes qui prenaient alors de plus en plus de place. Petit récapitulatif. Il y a eu les premiers platoniciens, les platoniciens dogmatiques, proches de l'époque de Platon. Puis, à partir de l'an 300, les néo-platoniciens. Entre les deux, après le déclin de l'académie sceptique et avant Plotin, il y a ceux dont nous parlons aujourd'hui, les médio-platoniciens. C'est en un sens le dernier chapitre de l'époque hellénistique, même si une bonne partie de cette histoire se déroule après elle. Les quatre écoles, cyniques, stoïciens, sceptiques et épicuriens, sont toujours là. Mais ce moment raconte aussi l'ascension des deux dernières grandes traditions de l'Antiquité, le néoplatonisme et l'aristotélisme. Commençons par les médio-platoniciens. On peut les voir un peu comme des savants fous. Ils prennent la meilleure partie de cette créature, la meilleure partie de l'autre, puis ils assemblent le tout. Ils fabriquent, sans toujours s'en rendre compte, une sorte de Frankenstein philosophique, fait des meilleurs éléments disponibles. Une idée géniale venue d'une école, une autre venue d'ailleurs. Souvent de petites choses seulement, car tout devait rester compatible avec Platon. Le monstre qu'ils étaient en train de créer, c'était le néoplatonisme. Mais eux ne le savaient pas encore. Prenons la question morale. Du point de vue éthique, le stoïcisme et le platonisme ont beaucoup de points communs. Ils s'accordent même sur l'essentiel. Pour vivre une vie heureuse, il faut vivre une vie vertueuse. Mais ils se disputaient sur d'autres points. Un peu comme deux supporters de grands clubs rivaux qui pourraient parfaitement s'entendre sur beaucoup de choses, mais qui se séparent dès qu'il s'agit du sujet qui compte le plus pour eux. Et le vrai désaccord ici portait sur quelque chose de bien plus fondamental. Comment l'univers a été créé? Les stoïciens tenaient pour certain que l'univers était Dieu lui-même, et que toute chose s'était formée à partir de cette tension de feu et d'air qu'ils appelaient le pneuma. Mais une vision panthéiste comme celle-là n'était pas compatible avec les trois grands groupes religieux de l'époque, le paganisme, le judaïsme et le christianisme. En revanche, la vision de Platon, au moins en grande partie, pouvait l'être. Pour comprendre pourquoi, il faut parler de l'un des plus remarquables et brillants médio-platoniciens, Philon d'Alexandrie. D'abord, Philon vivait à Alexandrie. La ville d'Alexandrie doit son nom à Alexandre le Grand, qui l'a fondée sur la côte nord de l'Afrique en 331 avant notre ère. Et il y a créé un genre de cité entièrement nouveau, extraordinaire. À l'époque, une île nommée Pharos se trouvait à environ 1 mile au large. Comme la côte égyptienne est très découpée, il est difficile d'y établir un port stable. Alexandre a donc contourné le problème en faisant construire une immense chaussée reliant le rivage à cette île, créant ainsi un vaste port artificiel directement connecté au Nil. Et sur l'île de Pharos, pour que chaque navire sache où se trouvait cette nouvelle ville, il fit bâtir l'une des 7 merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie.
Alexandrie est devenue l'une des plus grandes villes du monde antique. Mais ce n'est pas tout. La ville elle-même était magnifique. Quand Alexandre a conquis la région, il a intégré beaucoup d'éléments de la culture égyptienne. Au lieu de raser les villes et d'en reconstruire d'autres entièrement grecques, il a été accueilli favorablement. On a alors vu naître de grands temples et monuments qui mêlaient de manière fascinante l'architecture grecque et l'architecture égyptienne. La ville possédait aussi l'une des bibliothèques les plus vastes et les plus influentes de l'Antiquité. Au temps de Philon, Alexandrie était donc un carrefour prospère, dense, foisonnant de culture. C'est là qu'il travaillait. Et puisque 3 grands groupes religieux dominent alors le paysage, nous allons voir un penseur qui a profondément marqué chacun d'eux. Pour le judaïsme, ce penseur, c'est Philon d'Alexandrie. Mais attention, ce n'est pas le même Philon que celui dont on a parlé dans l'épisode précédent à propos du scepticisme. Philon était juif, mais il était aussi platonicien. Et il a passé sa vie à essayer de concilier ces 2 dimensions. Même si, pour être juste envers lui, il ne pensait pas qu'il y avait tant de choses à réconcilier. Car son philosophe préféré, devant même Platon, celui qu'il considérait non seulement comme le père de toute philosophie, mais comme le plus grand philosophe de tous les temps, c'était Moïse. Le philosophe John Dillon explique très bien cela. En substance, pour Philon, Moïse était un grand philosophe, et même, dans les faits, un véritable médio-platonicien. Toutes les parties de son œuvre étaient remplies de contenu philosophique, cohérentes entre elles et parfaitement compatibles. Comment Moïse se retrouve-t-il donc non seulement philosophe, mais carrément médio-platonicien ? Une moitié de la réponse tient dans la manière dont Philon racontait l'histoire de la philosophie. Platon aurait suivi Pythagore, et Pythagore aurait lui-même suivi Moïse. Pour Philon, Moïse n'était pas seulement un philosophe, il était le père même de la philosophie, celui dont tous les penseurs grecs avaient tiré leurs meilleures idées. Repensez un instant à notre épisode sur Platon. Platon a été fortement influencé par Pythagore. Philon le savait. Et sur la base d'éléments qui seront plus tard très contestés, Philon pensait aussi que Pythagore avait lui-même appris auprès des héritiers de Moïse. Il reconnaissait bien sûr le génie de Platon. Après tout, c'était un platonicien. Mais à ses yeux, Pythagore n'était qu'un prolongement de Moïse, et Platon un prolongement de Pythagore. La valeur de Platon, c'était d'avoir recueilli et formulé avec brio cette sagesse très ancienne, transmise par Moïse. Et surtout, d'avoir donné aux générations suivantes de nouveaux textes philosophiques à étudier. Sans Platon, que liraient donc les médio-platoniciens ? Pythagore n'a rien écrit, et Moïse vivait bien avant lui. C'est pour cette raison que Philon pensait que les autres penseurs occidentaux, comme Aristote ou les stoïciens, ne faisaient au fond que reformuler ce que Moïse et Platon avaient déjà dit. Ce sont des affirmations énormes. Alors, d'où lui vient une idée pareille ? De la lecture des écrits philosophiques de Moïse, ou du moins de ce qu'il considérait ainsi. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont connus sous le nom de Torah. Ces 5 livres sont non seulement fondamentaux pour le judaïsme, mais ils sont aussi traditionnellement attribués à Moïse lui-même. Cette base essentielle, ce socle sur lequel repose le rapport entre Dieu et les hommes, Moïse l'aurait reçu pour le transmettre. Et pour Philon, c'était doublement extraordinaire. Il était juif, il admirait Moïse, et il a donc consacré sa vie à interpréter la Torah non seulement comme une révélation divine, mais aussi comme un texte philosophique, écrit par le philosophe Moïse. Pour lui, il y avait dans ses premiers livres bien plus que ce qu'on voit au premier regard. Il les commentait ligne par ligne, non pas seulement pour expliquer le sens apparent que verrait un lecteur ordinaire, mais pour mettre au jour ce qu'il tenait pour des allégories évidentes, délibérément cachées sous la surface du texte. C'était en réalité une démarche révolutionnaire. Pour un lecteur moderne, il paraît presque évident qu'on puisse lire la Bible ou n'importe quel texte religieux en se disant « ces histoires ne sont peut-être pas littéralement vraies, mais elles symbolisent autre chose, quelque chose de plus profond ».
Pour les contemporains de Philon, ce n'était pas du tout évident. En ce sens, Philon était une sorte de génie. Il est peut-être l'une des raisons principales pour lesquelles cette lecture allégorique nous paraît aujourd'hui si naturelle. Et si l'on considère l'histoire de la philosophie dans son ensemble, c'est sans doute là son apport le plus décisif. L'idée qu'on peut lire la Bible, ou des récits qui ont l'air d'être de simples histoires, et y découvrir, sous la surface, de grandes structures philosophiques. C'est immense. Philon a été un pionnier. Certains pensent même qu'il est peut-être l'une des raisons essentielles pour lesquelles, une fois le christianisme devenu dominant en Occident, la philosophie a pu continuer d'exister à ses côtés, au moins en partie. Il y est peut-être pour beaucoup. Prenons un exemple. Nous connaissons tous le récit biblique selon lequel le monde a été créé en 7 jours. Au premier regard, cela ressemble à un conte. Comment Dieu pourrait-il avoir un jour s'il n'est pas lui-même pris dans le cycle du soleil ? Cela ressemble à une histoire ancienne, inventée pour expliquer le monde avant que l'on comprenne vraiment ce que sont le jour et la nuit. Mais si on lit ce passage comme le faisait Philon, alors ce n'est pas du tout cela. Pour Philon, il est absurde de penser que Dieu aurait eu besoin de 7 jours. Pourquoi un Dieu tout-puissant mettrait-il 7 jours à faire quoi que ce soit ? Il l'a évidemment fait instantanément. La véritable signification du récit, selon lui, est ailleurs. Moïse parle en code. Le récit de la création nous dit que le premier jour, Dieu crée la lumière. Le deuxième, il sépare les eaux, et ainsi de suite. Mais Philon pense que ce qui est créé chaque jour correspond à quelque chose d'autre, en particulier aux propriétés propres à chaque nombre, ces propriétés numériques dont parleront plus tard les pythagoriciens. Souvenez-vous, pour les pythagoriciens, chaque nombre possède une nature. Le nombre 6 est un nombre parfait, parce qu'il est égal à la somme de ses diviseurs propres, 1, 2 et 3. Philon dit que c'est pour cela que Dieu crée le monde physique le 6e jour, parce que le 6 est le nombre de la perfection. Et il ne s'arrête pas là. Il donne une lecture symbolique de chaque jour. Les animaux sont créés le 5e jour parce qu'ils ont 5 sens, ce genre de choses. Il lit ainsi toute la Torah, verset après verset. D'abord le sens apparent, celui que la plupart des gens voient immédiatement, puis le sens philosophique véritable qu'il croit découvrir en dessous. Et la question de la création de l'univers est capitale pour lui, parce qu'il doit trouver un moyen de rendre compatible la Bible et le Timée de Platon, le grand dialogue dans lequel Platon expose son récit de la création du monde. Et en vérité, la conciliation n'était pas impossible. Il existait même quelques ressemblances de départ. D'un côté, la Genèse parle d'un Dieu suprême qui règne sans partage sur toute chose. De l'autre, Platon soutient que le monde a été façonné par un artisan divin, un démiurge, qui contemple le monde des formes comme un modèle préexistant pour produire chaque chose particulière. La meilleure façon de comprendre la vision de Platon, c'est peut-être d'imaginer que vous êtes vous-même cet artisan. Personnellement, je ne suis déjà pas un artisan médiocre, alors un artisan divin, n'en parlons pas. En réalité, le seul moment où j'ai un peu l'impression de construire quelque chose à partir d'un plan, c'est quand je monte un meuble Ikea. Là, d'un coup, je me sens presque comme un maître bâtisseur. Alors, imaginez ceci. Ikea, c'est le monde des formes. Imaginez-vous comme un artisan divin qui se promène dans les allées d'Ikea. Vous voyez une bibliothèque au nom imprononçable, quelque chose comme Örgenblagen, et vous l'achetez. Maintenant, imaginez que, lorsque vous la regardez monter en exposition chez Ikea, cette version parfaitement assemblée soit le seul modèle que vous ayez pour la reconstruire chez vous. Vous devez donc observer cette bibliothèque idéale et tenter ensuite d'en produire une copie identique. Vous n'y arriverez probablement pas parfaitement. Vous finirez sans doute, comme moi, avec un demi-sachet de vis en trop et un résultat un peu bancal. Votre bibliothèque sera une copie inférieure de l'original exposé au magasin. Elle ne sera jamais aussi parfaite. Mais enfin, cela restera quand même une bibliothèque. Dans cette comparaison, Ikea représente le monde des formes.
la boutique céleste où se trouvent les versions parfaites de tout ce que l'on peut fabriquer. Et la bibliothèque que vous assemblez chez vous représente le monde physique, peuplé de copies imparfaites réalisées par l'artisan du Timée. Chez Platon, le monde des formes existe indépendamment de l'artisan, et l'artisan fabrique le monde en prenant ses formes pour modèle. Philon dit alors que le récit de la création dans la Genèse ne décrit pas d'abord la création de la terre elle-même, mais plutôt la création de ce monde des formes. Puis il s'appuie sur certains passages ultérieurs de la Genèse pour soutenir que c'est seulement plus tard que le monde physique, lui, est effectivement produit. L'importance de cette lecture, c'est qu'elle rend désormais les idées fondamentales de Platon, comme le monde des formes et son récit de la création, compatibles, moyennant quelques ajustements, avec le judaïsme. Car chez Platon, ce démiurge n'est qu'un artisan. Son rôle se limite à mettre de l'ordre dans l'univers. Il contemple ses formes parfaites et les reproduit. L'univers, pour le démiurge de Platon, ressemble un peu à ces pièces entièrement aménagées chez Ikea, où tout est déjà disposé pour vous montrer à quoi cela pourrait ressembler chez vous. Il voit la bibliothèque à côté de la table de nuit, à côté du meuble télé, et il refait l'ensemble. Mais le Timée de Platon n'était pas encore satisfaisant pour Philon. Il fallait encore le modifier, parce que la version platonicienne de la création ne s'accorde pas très bien avec l'idée monothéiste d'un Dieu suprême, tout-puissant, qui règne absolument sur tout. Chez Platon, Dieu et le monde des formes semblent presque placés sur le même plan. Or, dans une perspective religieuse monothéiste, Dieu ne peut pas être simplement celui qui assemble. Il doit être souverain, providentiel, supérieur à tout. Alors, Philon introduit un ajustement décisif. Il dit que Dieu est bien l'être suprême et que les formes n'existent pas séparément de lui. Elles existent dans son esprit. Il n'y a donc plus un monde autonome des formes qu'il faudrait contempler de l'extérieur. Dieu peut toujours les prendre pour plan, mais il n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Pour reprendre notre exemple, Dieu n'a pas besoin de faire l'aller-retour jusqu'à Ikea. Il a la bibliothèque parfaite dans sa mémoire. Qu'on adhère ou non à ces idées, il faut reconnaître le génie de Philon. Il ne se contente pas de réconcilier le Timée avec la Bible. Il parvient aussi à rapprocher l'éthique de la Torah de l'éthique de Platon. L'idée selon laquelle le bonheur ne réside ni dans les plaisirs du corps, ni dans les biens extérieurs, mais dans une vie vertueuse, on la trouve non seulement chez Platon, mais aussi chez Aristote et chez les stoïciens. Et Philon pense que toutes ces doctrines remontent en fin de compte à un même homme, Moïse. Selon lui, la Torah, comme Platon, Aristote et les stoïciens, invite avec force à se détourner des plaisirs du corps pour se tourner vers la vertu. Et là encore, il s'appuie sur un grand récit biblique. Il ne pense pas que l'humanité ait réellement commencé avec un homme et une femme dans un jardin paradisiaque. Pour lui, le jardin d'Éden symbolise la vertu, et la soumission d'Adam et Ève au serpent séduisant, puis le fait de manger le fruit, représente en réalité l'abandon de la vertu, au profit des plaisirs du corps. Bien sûr, tout dépend aussi de ce qu'on entend par vertu, et chez Philon, la vertu signifie avant tout l'adhésion à Dieu. Si Philon d'Alexandrie est le médio-platonicien qui représente le judaïsme, alors le médio-platonicien qui représente le paganisme est Plutarque. Plutarque est né dans un milieu extrêmement privilégié. Sa famille était riche, influente, et lui a transmis une position sociale enviable. Mais il n'a pas gaspillé ce privilège. Il devint prêtre du temple d'Apollon à Delphes. Et en plus de cela, il fut magistrat dans sa ville natale de Chéronée. Cela signifiait qu'il voyageait pour représenter sa cité partout où elle avait besoin d'un porte-parole. Malgré toutes les différences évidentes qui le séparent de Philon, Plutarque consacre lui aussi son travail de médio-platonicien à rapprocher les enseignements de Platon des croyances religieuses de son temps. L'œuvre philosophique la plus marquante de sa vie fut une clarification du récit platonicien de la création, le Timée,
qui permettait de le rendre pleinement cohérent avec l'éthique de Platon. Plutarque remarque, comme beaucoup d'autres, qu'il existe chez Platon 2 passages, dans 2 traités différents, qui semblent se contredire. Dans le Timée, Platon affirme que l'univers a été créé par un artisan divin. Mais dans un autre dialogue, le Phèdre, il soutient que puisque l'âme humaine se meut elle-même, elle est éternelle et n'a été créée par rien. Plutarque résout cette difficulté en disant que Platon parle en réalité de 2 types d'âmes. Il y a d'une part une âme irrationnelle, éternelle, non créée, qui appartient à la matière même du monde et que chacun de nous porte en lui. Dieu crée bien le monde, mais il ne crée pas tout ce dont il se sert pour le constituer. Et comme cette âme irrationnelle fait partie de cette matière première, elle n'est pas l'œuvre d'un créateur parfait, donc elle est irrationnelle. D'autre part, l'artisan divin produit une âme rationnelle du monde, une âme cosmique. Et c'est cette âme rationnelle universelle que Platon évoque dans le Timée. Cette position est propre à Plutarque, et on voit immédiatement qu'elle appartient à cette logique frankensteinienne dont on parlait, un assemblage d'éléments venus de plusieurs philosophies. On retrouve chez lui Platon et Aristote, l'idée d'une âme traversée par un conflit entre sa part rationnelle et sa part irrationnelle, les stoïciens et leur idée d'une raison divine présente dans le monde, et bien sûr le récit de la création du Timée. Tout cela est combiné. Cette part irrationnelle de l'âme revient sans cesse chez Plutarque, y compris dans son éthique. Ce qui n'est pas vertueux s'adresse à la part irrationnelle de notre âme. Les comportements destructeurs, les comportements faux, tout cela séduit cette dimension irrationnelle de nous-mêmes. Plutarque a aussi énormément écrit sur l'amitié, sur la manière de traiter ses amis, sur ce qui fait une vraie amitié. Il a même consacré un ouvrage entier à ce sujet, intitulé « Comment distinguer le flatteur de l'ami ». Et c'est exactement ce que le titre annonce. Il y développe une argumentation complète sur la nature du flatteur, sur la manière de le reconnaître, de le distinguer de l'ami, de le traiter sans sacrifier sa propre vertu. Et dans les derniers chapitres, il donne presque l'impression d'être un conseiller de vie, expliquant comment parler honnêtement à ses amis. Ce sujet comptait manifestement énormément pour lui. Et cela se comprend. Plutarque venait d'une famille riche. Il occupait une place importante dans la vie publique. Si vous étiez quelqu'un cherchant à flatter une personne pour en tirer un avantage, Plutarque était exactement le genre de cible idéal. Il a sans aucun doute dû côtoyer quantité de gens de ce genre. Mais la partie la plus importante de « Comment distinguer le flatteur de l'ami », c'est à quel point ces analyses restent encore d'actualité. Alors, quelle est la différence entre un flatteur et un ami ? Pour Plutarque, les amis sont essentiels à notre bonheur et à notre équilibre, pour plusieurs raisons. D'abord, ils nous offrent une présence, une compagnie. On en a déjà parlé avec Épicure. Il est précieux de savoir que, quoi qu'il arrive, quelqu'un sera là pour nous. Mais la chose la plus importante, la plus grande valeur de l'amitié, selon Plutarque, c'est que les amis peuvent être honnêtes avec nous. Réfléchissez-y. Sur qui peut-on réellement compter pour nous dire la vérité quand nous nous mentons à nous-mêmes ? Qui peut nous reprendre quand nous nous comportons comme des idiots ? Des inconnus ? Oui, cela peut arriver, mais peut-on vraiment compter sur eux ? En général, les inconnus passent leur chemin. Et nos ennemis ? Bien sûr que non, il y a trop d'enjeux et ils ne veulent pas notre bien. Nous avons besoin d'amis. Il nous faut parfois un autre regard que le nôtre pour nous voir tels que nous sommes et nous dire « Non, là tu fais n'importe quoi. Non, tu ne vas pas sortir habillé comme ça. Non, ce sac banane n'est pas une bonne idée. Peu importe l'ironie. Non, tu ne mets pas ce t-shirt avec un loup dessus pour sortir. Désolé. » Imaginez un instant que les seuls aspects de vous-même que vous puissiez améliorer soient ceux que vous êtes à la fois assez lucide pour remarquer et assez honnête pour reconnaître. Vous progresseriez à une vitesse infiniment plus lente. Vous verriez beaucoup moins ce qui ne va pas. Nous avons besoin de ce regard extérieur, objectif,
bienveillant et réellement soucieux de notre intérêt. Plutarque dit que c'est parce que nous sommes enclins à l'illusion. Il est même facile de se flatter soi-même. Il écrit en substance « Il faut déraciner l'amour-propre et la vanité, car en nous flattant d'avance, ils nous rendent moins résistants aux flatteurs. » Quelqu'un vous a-t-il déjà invité chez lui, et dès que vous avez passé la porte, une odeur de nourriture rance et d'animal mort vous a frappé de plein fouet? Ce n'est pas que la personne parfume volontairement sa maison avec quelque chose d'immonde, ce n'est pas qu'elle aime cette odeur, c'est simplement qu'elle ne la sent plus, parce qu'elle baigne dedans en permanence. Pour elle, l'air sent juste l'air. Mais pour un observateur extérieur, c'est évident. Eh bien, ce qui vaut pour les odeurs vaut aussi pour notre manière d'être, notre apparence, nos pensées. Les amis nous apportent une perspective honnête, objective, sur laquelle nous pouvons compter. Et cette valeur est inestimable. C'est seulement en comprenant l'importance de l'ami qu'on peut mesurer le danger du flatteur. Si la valeur de l'ami tient à son honnêteté et à tout ce que cette honnêteté enrichit dans notre vie, alors le danger du flatteur réside dans sa malhonnêteté et dans tout ce que cette malhonnêteté détruit. Mais qu'est-ce qu'un flatteur exactement? Comment savoir qu'on en a un en face de soi? Plutarque ne fuit pas la question. Il revient même à cette distinction entre la part rationnelle et la part irrationnelle de l'âme. Le flatteur s'adresse à la part irrationnelle. Il écrit, en substance, « Le flatteur guette toujours l'émotion qu'il pourra caresser. Es-tu en colère? Punis. Désires-tu quelque chose? Achète-le. As-tu peur? Fuis. Es-tu méfiant? Donne crédit à ta méfiance. » Plutarque enchaîne ensuite les paragraphes pour décrire avec une précision remarquable non seulement les attitudes habituelles des flatteurs, mais aussi les stratégies qu'ils emploient pour obtenir ce qu'ils veulent. Il dresse le portrait de gens qui avancent méthodiquement dans la vie, à la recherche de proies. Il repère quelqu'un qui possède quelque chose qu'il désire. Et cela n'a pas besoin d'être de l'argent ou des objets. Cela peut être n'importe quoi, de l'influence, une faveur, un service, un trajet en voiture, une validation affective, peu importe. Une fois qu'ils ont trouvé la personne qui peut leur apporter cela, ils font semblant d'être d'accord avec elle. Et selon Plutarque, s'ils agissent ainsi, c'est pour donner l'illusion d'avoir les mêmes goûts, les mêmes valeurs, la même manière de penser, comme s'ils étaient de vrais amis. Il dit en substance « Pourquoi le parasite prend-il ce déguisement ? De même que l'or faux imite l'éclat du vrai, le flatteur emprunte toujours l'aisance et la liberté de l'ami. Il se montre agréable, serviable, toujours prêt à épouser l'humeur de celui qui l'accompagne. » Vous avez remarqué, Plutarque les appelle carrément des parasites. Pour lui, ce ne sont pas de simples gêneurs, ils sont toxiques. Par définition, un parasite vit en absorbant des ressources au détriment de son hôte. Et c'est exactement cela, le flatteur. Cette image souligne parfaitement la différence entre l'ami et le flatteur. Tout se joue dans les motifs. Le véritable ami agit dans votre intérêt, même quand cela a un coût immédiat pour vous ou pour lui, parce que c'est ce qui est réellement bon pour vous. Le flatteur, lui, cherche seulement à vous plaire, parce qu'il veut obtenir quelque chose. Et ce simple déplacement d'intention change tout. L'autre jour, je lisais un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Il expliquait que chaque fois qu'un des grands généraux de Hitler venait lui annoncer une nouvelle ou un résultat qui n'était pas entièrement positif, il risquait des conséquences graves. Il pouvait être écarté, humilié, parfois pire. Résultat, les problèmes n'ont pas cessé d'exister, mais les gens ont cessé de les signaler. Et à la fin, Hitler n'avait même plus les moyens de corriger quoi que ce soit, simplement parce qu'il n'avait plus autour de lui personne prêt à lui dire la vérité. Dans les derniers temps de la guerre, il s'était pratiquement entouré de flatteurs. Et je n'ai sans doute pas besoin de vous expliquer comment cela s'est terminé. Plutarque écrit encore, en substance, « Le flatteur pense qu'il doit tout faire pour être agréable, tandis que l'ami, en faisant toujours ce qu'il doit faire, est souvent agréable, et parfois désagréable, non par goût d'être désagréable, mais parce qu'il agit comme un médecin qui administre un remède amer. » Alors,
Que faire de ces gens qui nous abîment par intérêt personnel, en prétendant être nos amis? Et plus encore, comment être sûr qu'une personne est un flatteur? Comment savoir si nous avons affaire à un ami véritable ou à quelqu'un d'habilement intéressé? Plutarque propose plusieurs moyens. Mais mon préféré, et sans doute l'un des plus efficaces, consiste à feindre l'ignorance. Donner à la personne un conseil absolument absurde, un conseil tellement mauvais qu'aucun être raisonnable ne pourrait le suivre. Il faut que ce soit ridicule. Vous devez faire semblant d'être complètement idiot, mais avec un visage parfaitement sérieux. Parce que si l'autre croit que vous parlez sincèrement, alors il approuvera n'importe quoi, n'est-ce pas? Et s'il valide même ce conseil catastrophique, alors vous avez votre réponse. C'est un flatteur. Plutarque dit, en substance, que pour déjouer cette tromperie, il faut soumettre au flatteur un avis très absurde, ou juger son travail d'une manière volontairement extravagante. S'il ne vous contredit jamais, s'il approuve tout, s'il trouve tout admirable, alors vous l'avez piégé. Il ne cherchait pas la vérité, il cherchait seulement à gonfler votre vanité. Dans le monde moderne, on pense parfois l'amitié un peu différemment, selon les contextes. La grande leçon que je retire de comment distinguer le flatteur de l'ami, c'est que si Plutarque vivait aujourd'hui, il aurait probablement détesté Facebook. Si le flatteur est quelqu'un qui se présente faussement pour en tirer un avantage personnel, alors la liste d'amis de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux est remplie de flatteurs, et vous voyez très bien de quel genre de situation je parle. J'ai connu un type au travail qui était profondément malheureux, toujours en colère contre quelque chose. Il parlait sans arrêt de la façon dont il détestait sa femme, ses enfants, son quotidien. Il critiquait les gens dans leur dos. Je me souviens qu'un jour, il a dit que les vacances étaient pires que le travail et que le travail lui donnait envie d'en finir. Le type avait 28 ans et déjà le visage marqué comme quelqu'un qui avait passé sa vie à froncer les yeux de colère. Pas parce qu'il avait grandi au soleil sans lunettes, non. Il avait ce visage-là parce qu'il passait son temps à fulminer. J'ai travaillé près de lui pendant 1 an. Et honnêtement, je ne crois pas l'avoir entendu prononcer une seule phrase qui ne soit une plainte, soit une parole insincère. C'était toujours l'un ou l'autre. Puis un jour, complètement au hasard, quelqu'un a voulu prendre une photo avec lui. Et instantanément, son visage a changé. Il s'est mis à sourire. C'était étrange. Je ne l'avais jamais vu sourire. Je ne savais même pas qu'il en était capable. Je l'avais vu au travail, hors du travail, avec sa famille. Jamais. Dans 500 ans, si quelqu'un regarde sa page Facebook, s'il voit la chronologie de ses photos, il se dira peut-être « Voilà un homme heureux, travailleur, qui aimait sa famille et profitait de la vie. Regardez-le, il sourit sur toutes les photos. Voilà les choses qui le passionnaient, voilà les endroits où il est allé. Il a dû enrichir la vie de tous ceux qui l'entouraient. » Mais est-ce qu'un profil Facebook représente réellement une personne? Ou seulement l'image qu'elle veut donner d'elle-même? À mes yeux, ce qui rend les gens uniques et intéressants, ce sont justement leurs défauts, les choses qu'ils n'auraient pas spontanément envie de montrer, les choses qu'ils n'imagineraient jamais afficher sur une page publique. Les réseaux sociaux, c'est souvent une fausse identité qui interagit avec d'autres fausses identités. Et c'est presque inévitable. Un profil social ne sera jamais totalement fidèle, pour la même raison qu'une émission de télé-réalité cesse d'être réelle dès l'instant où les caméras s'allument. Plutarque aurait sans doute dit « Oui, cette personne a 900 amis sur Facebook. Mais combien de ces gens sont réellement honnêtes avec elle? Combien agissent vraiment dans son intérêt? Et combien ne sont que des parasites qui savent parfois se montrer agréables ?» Ainsi, Philon et Plutarque sont des médio-platoniciens, des héritiers de Platon qui s'éloignent de l'académie sceptique pour revenir à une lecture plus dogmatique de sa pensée, tout en empruntant ce qu'ils jugent meilleur chez d'autres philosophes, jusqu'à élaborer peu à peu cette philosophie frankensteinienne qui dominera l'Antiquité tardive sous le nom de néoplatonisme. Quant au retour d'Aristote pendant cette période, l'histoire est un peu moins claire et, pour être honnête, moins décisive à ce stade.
Il se passe assurément davantage de choses pour l'aristotélisme dans la période post-hellénistique que durant l'époque hellénistique elle-même, mais tout cela reste encore modeste en comparaison de la domination qu'Aristote exercera plus tard. Beaucoup d'entre vous savent déjà que ce qu'on appelle les âges sombres en Occident correspond entre autres à une période où la philosophie semble beaucoup moins féconde. Et comme on le verra plus tard, beaucoup attribuent cela entièrement à la domination du christianisme. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Certains disent qu'Aristote, au moins indirectement, a joué un rôle tout aussi grand, voire plus grand, dans la stagnation intellectuelle du Moyen-Âge occidental. Dans la période qui mène au néoplatonisme, la remontée d'Aristote passe surtout par de grands commentaires, des lectures, des reprises, qui ont, en quelque sorte, réchauffé les restes d'Aristote pour que les médio-platoniciens puissent en récupérer les meilleurs morceaux et les intégrer à leur propre système. Bon, il est temps pour la question de la semaine. On a beaucoup parlé aujourd'hui de Plutarque et de sa vision de l'amitié. Il a des critères assez exigeants pour définir ce qu'est un véritable ami. Honnêtement, je ne peux penser qu'à très peu de personnes qui me sont assez proches pour passer son test. Je crois que je considère la plupart de mes amitiés comme en partie transactionnelles. Dit comme ça, cela sonne un peu brutal, mais je ne crois pas que cela fasse de moi quelqu'un de mauvais. En réalité, je pense que la plupart des relations, la plupart des amitiés, sont mutuellement bénéfiques et que chacun s'attend à une forme d'échange. Peut-être qu'on devient vraiment injuste au moment où l'on ne voit plus ces relations que comme des transactions, au point de déshumaniser les autres. Et ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, cette semaine, je ne vais pas vous demander combien de vos amitiés passeraient le test de Plutarque. Je ne vais pas vous demander d'examiner vos proches, ni de vous examiner vous-même, pour déterminer lesquels agissent toujours dans votre véritable intérêt, et lesquels en donnent seulement l'apparence. Ce serait une question beaucoup trop évidente, et franchement un peu trop facile pour conclure un épisode. Ma question est la suivante. Combien de personnes, si on leur posait cette question, vous regarderaient en disant « Cette personne est vraiment mon ami ». Passez une excellente semaine.